Vous écoutez le carnet des jeûneurs. Dans les coulisses du jeûne avec Pascal Destrel. Épisode 2. Le jeûne imposé. Je me demandais pour quelle raison jeûne-t-on ? À quel rythme et pendant combien de temps ? Ce sont là des questions très pertinentes en effet qui reviennent souvent, mais il est difficile pour moi de répondre à ces questions de façon rapide et simple. Beaucoup de paramètres sont à prendre en considération. C'est pour ces raisons que nous allons consacrer plusieurs publications à ce sujet. En premier, nous traiterons des périodes de jeûne imposées. Le jeûne instinctif, les jeûnes conjoncturels comme les périodes de disette, les difficultés de soudure lors des changements de saison, voire les famines. Nous développerons ultérieurement les jeûnes religieux ou spirituels qui méritent une attention particulière. Nous parlerons ensuite des différentes façons volontaires de jeûner. Le jeûne nocturne avec le jeûne intermittent circadien, les jeûnes hebdomadaires, mensuels voire annuels, leur durée respective est variable. Troisièmement, dans le cadre des jeûnes volontaires, nous parlerons du meilleur moment pour jeûner, en référant à la chronobiologie et à la chrononutrition pour le cycle circadien. La naturopathie nous donnera des pistes quant au jeûne de 1 à plusieurs jours selon un rythme hebdomadaire ou mensuel. Puis les médecines traditionnelles énergétiques comme la médecine traditionnelle japonaise nous éclairera sur la saisonnalité du fonctionnement de notre corps et comment caler des périodes de jeûne sur ce rythme annuel. Tu as parlé du jeûne imposé, mais qu'est-ce que c'est le jeûne imposé ? Alors, il y a plusieurs jeûnes imposés. Je voudrais du coup te parler du jeûne instinctif et du jeûne conjoncturel. Le jeûne instinctif, on le connaît tous. Il s'impose sans aucune démarche mentale. Dans certaines situations, nous ne mangeons pas. Ce n'est pas une décision, ça se fait tout seul. Par exemple, quand nous sommes grippés, quand nous sommes dérangés par un aliment qui ne passe pas. Il se peut aussi qu'après un choc émotionnel ou une dispute, nous n'avons pas du tout envie de manger parce que cette situation stressante nous a coupé l'appétit. Nous l'avons en travers de l'estomac. Pour ces jeûnes-là, il n'y a pas d'âge. Il n'est pas rare qu'un enfant malade ne mange pas, et nous, adultes, ça peut nous arriver aussi. Figurez-vous qu'en général, on estime que 30% de notre énergie quotidienne est monopolisée par la digestion des aliments, par l'assimilation des nutriments et par l'évacuation des déchets. C'est énorme. Et encore, je soupçonne que ce pourcentage est souvent plus élevé dans le cadre d'une alimentation excessive. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'une sieste s'impose après un repas trop copieux. Le corps est obligé de traiter toute cette matière qui arrive. Il dirige donc son énergie vers la digestion, il n'a pas le choix. Et du coup, il ne reste pas assez de carburant pour rester alerte. Donc, quand le corps est confronté à une attaque virale, à un choc émotionnel qui va de pair avec un chamboulement hormonal intense, il est tout à fait plausible qu'il coupe périodiquement la case alimentation et digestion pour libérer de l'énergie. Il est important de comprendre que s'abstenir de manger peut être une réaction physiologique ou émotionnelle normale, voire un réflexe salutaire. Il est préférable de le dédramatiser et de le respecter. Évidemment, il est important aussi de noter que cette abstention de nourriture doit se faire dans des proportions et des durées acceptables pour le maintien de la bonne vitalité et qu'il est primordial de continuer à s'hydrater. Nous retrouvons ces périodes de jeûne instinctif aussi chez les animaux sauvages. Nos animaux domestiques jeûnent spontanément, même les animaux d'élevage. C'est un réflexe de mise au repos, de purification qui mérite d'être respecté. Mais comme l'homme,
Les animaux aussi peuvent être contraints à jeûner quand la nourriture manque. On parle alors de jeûne conjoncturel et le mécanisme n'est pas le même. Pour les jeûnes conjoncturels, les populations ne choisissent pas le moment, mais le subissent et la durée de cette période de manque n'est pas connue. Rien que cela, ça engendre un stress important. Et le jeûne conjoncturel, en quoi ça consiste ? Le jeûne conjoncturel est imposé par la pénurie de certains aliments ou l'absence totale de nourriture. Ces périodes de manque accompagnent l'histoire de l'humanité depuis toujours. Les périodes de disette, voire de famine, n'étaient pas rares. Il est intéressant de faire la différence entre famine et disette. La famine se caractérise par une pénurie aiguë d'aliments, tandis que la disette désigne la réduction provisoire de la quantité de vivres disponibles. Durant la longue période de la préhistoire, la privation plus ou moins sévère de nourriture était parfois imposée par un mode alimentaire moins propice à l'abondance. Les chasseurs-cueilleurs étaient fortement dépendants des aléas climatiques, des conflits, des méthodes de conservation moins fiables. Il y avait alors tant de paramètres que l'homme ne contrôlait pas. Mais plus proche de nous dans le temps, depuis la sédentarisation de l'homme et le développement de l'agriculture et de l'élevage, la nourriture s'est diversifiée et la gestion des réserves s'est développée. Mais cela n'a jamais empêché que de multiples raisons pouvaient déclencher un problème de soudure ou une période de disette, voire de famine. Des récoltes ratées, par exemple, dues aux mauvaises conditions climatiques, trop de pluie ou pas assez, trop de chaleur ou pas assez, des modes de transport moins performants, des guerres ou simplement la maladie du fermier, tous ces paramètres entraînaient une répercussion forte sur la disponibilité ou non des aliments. Et ces crises provoquaient souvent des émeutes. Rajoutez à cela des événements ponctuels tels que des tremblements de terre, des inondations, des conflits politiques. Manger à sa faim était une préoccupation majeure. Pendant le Moyen Âge aussi, la fragilité des productions et des approvisionnements était telle que la menace de la famine planait en permanence, et cela jusqu'au XIe siècle. Ce n'est qu'alors que le réchauffement climatique, les défrichements et le développement de la culture de céréales contribuent à l'éloignement du danger de la famine. Mais une fois les semailles prélevées, le transport et la conservation des céréales et des légumineuses, par exemple, étaient une course contre la montre, contre les effets néfastes de l'humidité et des parasites, par exemple. En réalité, en Occident, il n'existait pas d'infrastructure de stockage efficace avant le XIIe siècle. Pour la majorité d'aliments, la consommation devait se faire sur place et dans un délai relativement bref. Depuis la nuit des temps, les améliorations des méthodes de conservation ont défini la disponibilité de nourriture pour les populations et ont conditionné quelque peu l'évolution de la vie sociétale. Les méthodes de conservation utilisées anciennement étaient par exemple le séchage et le fumage, mais la méthode de conservation majeure était sans conteste le salage. Nous connaissons encore aujourd'hui le salage des jambons par exemple, mais aussi la lactofermentation, un procédé de conservation d'aliments noyés dans une saumure. Nous en parlerons lors d'une prochaine publication. Il y avait aussi les caves bien fraîches des demeures importantes ou le cellier, une pièce spéciale, généralement orientée vers le nord, où l'on conservait les denrées périssables. À la Renaissance, on stockait de la glace découpée l'hiver sur les étangs dans une glacière. Ça n'a rien à voir avec nos glacières d'aujourd'hui. Tout cela pour vous illustrer que la production, la conservation des aliments étaient des occupations et des préoccupations majeures, mais qu'un petit grain de sable pouvait suffire pour gripper le système. Quand on voit alors qu'en 1925, General Electric propose le premier réfrigérateur domestique
hermétiquement fermé et cela à un prix très abordable, le réfrigérateur se démocratise et s'invite dans tous les foyers. La conservation des vivres devient un jeu d'enfant et la société de consommation peut se développer avec tous ses avantages et ses inconvénients. Et du coup, le jeûne conjoncturel disparaît de nos contrées. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous conseille le livre « L'histoire de l'alimentation, de la préhistoire à nos jours », écrit sous la direction de Florent Kellier, édité chez Belin. Merci d'avoir écouté le Carnet des jeûneurs. Chargé de production, Arnaud Destrel. Chargé de communication, Julie Marty. Et à la réalisation, Aurélien Bariol, Antonin Yé, Félix Poiseau, Paul Guillaume Verne. Ce podcast vous a été présenté par Pascal Destrel-Daimen. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode le mois prochain. À bientôt!